Il a une histoire fascinante, presque comme un conte moderne. Celle d'un homme parti de rien, qui a grandi dans une famille modeste et qui est devenu l'un des traders les plus riches et les plus controversés de l'histoire de Wall Street. Steve Cohen a grandi dans la ville de Great Neck, sur Long Island. C'était une ville aisée, avec beaucoup de familles riches. La sienne, en revanche, avait beaucoup moins d'argent que la moyenne. Très tôt, Steve a ressenti ce manque, et aussi cette faim de richesse. Même s'il n'est pas né riche, il a eu un aperçu de ce que l'argent pouvait offrir. Ses grands-parents, eux, étaient très fortunés. Ils l'emmenaient souvent à Manhattan, dans des restaurants chics, ou voir des spectacles. Quand on est enfant, on est très impressionnable. Et le style de vie de ses grands-parents a marqué Steve pour toujours. Il a vu la vie que l'argent pouvait acheter. Un de ses frères se souvient d'une scène frappante. Leur mère cuisinait un steak juste pour Steve, et des hot dogs pour tous les autres enfants. Comme s'il était destiné à quelque chose de plus grand. Tout le monde voyait en lui un garçon intelligent, qui allait réussir et gagner beaucoup d'argent. Toujours en quête d'argent, et encore au lycée, Steve découvre une manière rusée de se faire de l'argent de poche. Le poker. Très jeune, il développe un talent incroyable pour ce jeu, car le poker ce n'est pas seulement des cartes, c'est une école de la vie. Il apprend à gérer les probabilités, les incertitudes et à prendre des décisions rapides. Dans la vie, tout est une question de probabilité. Choisir telle route ou telle autre, partir en vacances ici ou ailleurs. Et le poker est un excellent moyen d'apprendre à gérer ses risques. Steve passe parfois des nuits entières à jouer, gagnant des milliers de dollars en une seule nuit. Il se rend compte que jouer au poker peut rapporter plus que le salaire de son père. À l'université, Steve n'est pas très populaire. Il est socialement rejeté et se réfugie encore une fois dans le poker, le seul domaine qui lui apporte de la satisfaction. Mais très vite, il se lasse. Il veut tenter sa chance dans un casino beaucoup plus grand, le marché financier. Pendant ses études, Cohen accepte un emploi chez Grunthal & Company, une société de courtage assez mal considérée, située près de Wall Street. Grunthal, c'était un peu un repère de marginaux, loin des grandes institutions lisses et corporate. Mais Steve a été recruté par un ami de la famille, originaire lui aussi de Great Neck, qui avait monté un desk spécialisé dans l'arbitrage d'options. À peine arrivé, Cohen affiche une confiance incroyable dans ses capacités de trader. Il fait des prédictions audacieuses sur les actions. Son supérieur, spécialisé dans les options, est très porté sur les mathématiques, et sceptique. Pour lui, personne ne peut prévoir les prix des actions. Mais il décide de donner une petite somme à Steve pour son premier trade. À sa grande surprise, Steve gagne 4 000 $ en un seul jour, puis encore 4 000 le lendemain. En 1978, c'est un profit énorme. Cohen se révèle être ce qu'on appelle un trader intuitif. En réalité, son métier n'était pas si différent du poker. Il avait ce sens inné du risque et de la récompense. Au milieu des années 80, le marché américain est dominé par les fusions et acquisitions. Cohen gagne jusqu'à 10 millions de dollars par an, en misant sur des événements comme les rachats et les introductions en bourse. Mais comme au poker, peu importe combien de mains vous avez gagné, il suffit d'un mauvais coup pour tout perdre. Et ce mauvais coup arrive en octobre 1987 avec le fameux crack appelé aussi lundi noir. Le Dow Jones chute de plus de 22% en une seule journée, presque le double du crack de 1929. Les marchés mondiaux s'effondrent comme un parachutiste sans parachute. Chez Grunthal, comme dans beaucoup d'autres firmes, c'est la catastrophe. L'équipe de Cohen perd presque la moitié de son capital. Ses traders sont décimés par les pertes. Mais un grand trader, c'est celui qui sait sentir la peur des autres et en tirer profit. Là où beaucoup paniquent, Cohen garde son sang-froid. Il reste dans le jeu, continue de trader et parvient à survivre. Peu à peu, il se lasse de Grunthal. Il veut lancer sa propre boutique. En 1993, il crée son fonds SAC Capital avec environ 23 millions de dollars. Il met 10 millions de sa poche et ses amis et collègues investissent le reste. La stratégie de Cohen est difficile à copier, mais elle repose sur des principes clairs. Il gère le risque comme personne. Comme au poker, il ne s'attache pas émotionnellement à ses positions. Si une action tourne mal, il coupe immédiatement.
Là où d'autres s'entêtent et perdent encore plus, lui sait reconnaître ses erreurs et passer à autre chose. Résultat, il gagne des millions très vite. En 3 ans, SAC quadruple pour atteindre près de 100 millions de dollars. Cohen achète des manoirs, des œuvres d'art et vit comme un roi. Mais sans le savoir, il s'approche d'une crise qui va tout changer. Dans les années 2000, les hedge funds explosent. On en compte plus que de sociétés cotées en bourse. Et au sommet de ce royaume se trouve SAC, l'un des fonds les plus rentables de l'histoire. Mais ce succès attire aussi les soupçons. Dans le jargon de Wall Street, les traders cherchent tous un edge, un avantage. Il y a le white edge, légal mais faible. Le grey edge, la zone grise. Et le black edge, l'information privilégiée, illégale. À l'ère d'Internet, où l'information est accessible à tous, battre le marché devient presque impossible. Beaucoup d'universitaires affirment qu'il est statistiquement impossible de surperformer durablement. Alors certains hedge funds franchissent la ligne rouge. En 2010, le gérant Rajaratnam est condamné à 15 ans de prison pour délit d'initié. Mais ce n'était que le début. Les procureurs visent des cibles encore plus grosses. En 2008, un gestionnaire de SAC, Matthew Martoma, parie massivement sur 2 entreprises pharmaceutiques. En réalité, il a une taupe, le Dr Sidney Gilman, impliqué dans les essais cliniques. Martoma apprend que les résultats sont décevants et SAC vend en catastrophe ses positions, pariant même à la baisse. Résultat, un gain de 276 millions de dollars, le délit d'initié le plus rentable de l'histoire. Mais ce coup de génie est aussi le début de la chute de Cohen. Martoma est condamné en 2014. La SEC inculpe aussi plusieurs employés de SAC. Finalement, Cohen lui-même est accusé, non pas d'avoir triché directement, mais de n'avoir pas surveillé ses équipes. En 2016, il règle l'affaire à l'amiable et accepte une interdiction de gérer de l'argent extérieur jusqu'en 2018. C'est un coup dur, mais Cohen ne renonce pas. En 2014, il transforme SAC en un family office, .72, qui gère uniquement son argent. Il investit aussi dans des fonds créés par ses anciens traders, comme Melvin Capital. Sous la surveillance des autorités, avec une opinion publique hostile aux hedge funds, il se tourne vers d'autres secteurs. Le capital risque, nouvelle stratégie quantitative. Mais ses rendements ne seront plus jamais les mêmes. Aujourd'hui, Steve Cohen s'est retiré du devant de la scène. Après avoir construit un empire de 50 milliards de dollars, démantelé par la justice, puis secoué par l'affaire GameStop, il reste une légende de Wall Street.